Dernier orateur, M. Saïd Hamada, pour La République En Marche, 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous vivons un moment pour le moins particulier, un de ces moments qui marquent un homme, un député, mais aussi évidemment nos concitoyens, notre pays, notre nation tout entière. Un de ces moments qui en dit long sur ce que sont nos fondamentaux et sur la manière dont nous entrerons collectivement dans l'histoire. Celles et ceux qui nous ont précédés dans cet hémicycle, sur les champs de bataille, devant des générations d'écoliers, ou qui, plus simplement, ont travaillé à la construction ou à la reconstruction de notre pays par leur force de travail, nous ont légué une certaine idée de la France. Une idée de la France qui veut que l'on ne laisse pas les Français sur le bord du chemin. Une idée de la France qui veut que l'on s'occupe des plus âgés, des plus pauvres, des plus fragiles, qu'en tout temps, une main leur soit tendue. Cette main tendue, ce doit être la main de la République. Et donc, plus que jamais, en ce temps de crise sanitaire, je voudrais vous parler de ceux dont on parle peu, ceux que vous ne verrez pas sur les plateaux télé. Ce sont celles et ceux qui nettoient nos bureaux, nos écoles et nos rues. Ils labourent nos champs, élèvent nos bêtes, livrent les supermarchés, soignent nos anciens, nos malades. Ce sont ces Français, des classes moyennes ou populaires, qui travaillent à ce que notre pays tienne. Ils en assurent la vitale intendance, qu'ils en soient remerciés. Et mes chers collègues, comme vous le savez, ce sont eux qui sont le plus touchés depuis le début par cette pandémie. Et ils seront encore nombreux à l'être face à cette nouvelle vague que nous devons affronter. Ils sont en proie à des problématiques de santé plus importantes, notamment en matière de diabète, de maladies cardiovasculaires, qui rendent l'exposition à la Covid plus risquée pour eux. Ils sont souvent confrontés à des conditions de logement difficiles, des logements exigus qui permettent très difficilement le confinement ou l'isolement si un membre de la famille est testé positif. Sachez, Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier ministre, qu'à Marseille, une personne dans un logement exigu, dans une cité HLM, lorsqu'elle veut s'isoler, dort dans sa baignoire ou sur le balcon. En outre, la Covid vient percuter une réalité qui est que les Français les plus modestes ont une espérance de vie plus courte que les Français les plus aisés. À 35 ans, un cadre a une espérance de vie de 6 ans supérieure à celle d'un ouvrier. Alors oui, nous avons enregistré des avancées en matière d'accès aux droits, d'accès aux soins. Et force est de constater que l'espérance de vie de tous les Français augmente et que les écarts en fonction de la classe sociale diminuent. Mais ces écarts, mes chers collègues, existent encore. Et l'arrivée de la Covid a pour conséquence que les Français les plus modestes subissent ce que l'on peut appeler une double peine. Nous avons donc, mes chers collègues, un devoir de solidarité nationale envers les plus fragiles. Cette solidarité nationale passe notamment par le fait de limiter autant que possible le report d'actes médicaux visant à libérer des lits pour soigner des malades de la Covid et de tout faire pour que le moins de Français possible aient à se rendre aux urgences à cause de cette pandémie. Cette solidarité nationale est une priorité du gouvernement, de notre majorité. Lors de la première vague, toute une série de mesures ont été prises pour soutenir les plus précaires de nos concitoyens. De nouvelles actions, de nouvelles mesures viennent d'être annoncées par le Premier ministre pour éviter de basculer
dans la pauvreté pour une partie plus importante de nos concitoyens. Plus d'1 milliard d'euros sont mobilisés à travers une aide exceptionnelle aux plus fragiles, notamment les allocataires de minima sociaux et les jeunes. Nos réseaux de solidarité qui maillent le territoire, comme les associations et les banques alimentaires, sont également soutenus par l'exécutif pour accompagner les plus démunis. Mes chers collègues, c'est cela, la solidarité. Ce sont des actes concrets, pris par notre majorité, pris par les Français au quotidien, qui aident les plus fragiles, pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Cette solidarité nationale passe aussi, je le dis, par le fait de respecter les décisions prises par ceux qui nous gouvernent en fonction de nos textes, de notre Constitution, de nos lois. Cette solidarité nationale demande à ce que nous parlions d'une seule voix lorsqu'une décision est prise. Cela ne signifie pas que toutes les oppositions doivent se taire, bien au contraire. Faites-vous entendre avant la décision, donnez votre avis. Mais en pleine pandémie, nous devons faire confiance à nos institutions et à ceux qui les incarnent. Me remettre en cause des décisions de santé publique en pleine pandémie, comme je l'ai vu à Marseille, ne profite à personne et a pour conséquence de démonétiser la parole publique, de saper l'autorité et de laisser à penser aux Français qu'il serait possible de ne pas respecter les consignes. C'est irresponsable. Une autre idée de la France, héritée de ceux qui nous ont précédés, est celle d'égalité des chances. Égalité des chances rendue possible à l'origine par l'abolition des privilèges, mais aussi et peut-être surtout par l'école gratuite et obligatoire. Je suis ce que je suis, député, auparavant haut fonctionnaire, issu des quartiers nord de Marseille et de l'immigration comorienne, grâce à ma famille, mais aussi grâce à l'école de la République et aux enseignants dont je ne saluerai jamais assez le dévouement. On a tous en tête un enseignant, des enseignants qui nous ont marqués par leur bonté, leur gentillesse. Je me souviens pour ma part de Madame Lucas, qui lorsque j'ai été hospitalisé en classe de CM2, est venue presque tous les jours à l'hôpital me faire cours pour que je n'aie pas à redoubler. Je suis quasiment certain que si je devais la revoir aujourd'hui, elle ne se souviendrait pas de moi. Parce que je suis quasiment certain que ce qu'elle a fait pour moi, elle l'a fait pour d'autres, et qu'elle a tiré vers le haut toute une génération d'écoliers qui le méritaient. Je veux rendre hommage à l'abnégation, le dévouement de nos enseignants, dont Samuel Paty est devenu le symbole, qui, jour après jour, de génération en génération, font vivre la République dans les esprits et dans les cœurs. Et c'est parce qu'ils ont un rôle indispensable que je salue la décision qui a été prise de maintenir les écoles, collèges, lycées ouverts dans le respect des règles sanitaires. Il faut bien vous rendre compte, mes chers collègues, de la place éminemment importante de l'école en tant qu'institution dans nos territoires, dans nos quartiers. L'un de mes collègues de la majorité me demandait récemment de lui donner un exemple de quartier où l'école serait le seul service public. Je lui ai répondu que j'aurais du mal à trouver un exemple où ce serait le contraire. L'école, dans certains territoires, est le seul lien des enfants avec l'extérieur, le seul lieu d'ouverture sur le champ des possibles. Fermer les écoles, c'est fermer leurs esprits. Et en ces temps où elle est menacée de toutes parts, nous devons tout faire pour maintenir les liens des enfants avec notre République. Je pense par ailleurs que dans cette crise sans précédent, nos enfants ont trop souffert lors du premier confinement qui aura coûté plusieurs semaines de cours. Ce qui peut être supportable pour des enfants qui sont accompagnés par des parents qui ont les codes ou qui sont disponibles, ne l'est pas et ne peut pas être supportable par des enfants qui n'ont pas cet accompagnement. Et malheureusement, cela touchera encore les plus défavorisés d'entre eux. C'est à la fois parce que nos enseignants ont un rôle indispensable
et que nous devons préserver au mieux l'avenir des générations futures, que les écoles, collèges et lycées doivent rester ouverts. Parce que nous ne devons pas compromettre l'avenir de notre jeunesse, parce que je sais que malgré les difficultés passées, les difficultés futures, même si nous n'avons pas la réponse à tous les problèmes qui surviennent et qui pourraient survenir, nous nous tenons unis devant cette crise. Et parce que je sais que, grâce à vous, grâce à nous, nous sortirons de cette crise plus forts que lorsque nous y sommes entrés. Je vous demande de voter favorablement. Merci à vous. Merci, chers collègues.